Bonjour à Tortou. Dans cette nouvelle vidéo, on va plonger dans l'univers de la première pièce de théâtre écrite en gallo, qui se nomme La fille de la Brunella, et elle est écrite par Amanda Agnès. Et on ne va pas seulement parler de cette œuvre patriotique et paysanne publiée en 1901, mais aussi jeter un rapide coup d'œil sur les écrits en gallo qui l'ont précédé. On découvrira la vie riche et les nombreux combats de son auteur Amanda Agnès, et bien sûr, on explorera en détail l'histoire captivante de cette pièce qui a ouvert la voie à la scène théâtrale en gallo. Tout d'abord, je tiens à remercier Aline de la Grange à Goules, sans qui cette vidéo n'aurait jamais vu le jour. Désolée pour celles et ceux qui allaient s'empresser d'aller acheter cette pièce de théâtre sur votre librairie en ligne préférée, mais ce bouquin, cette toute première pièce de théâtre écrite en gallo, est introuvable. J'ai moi-même écumé les fins fonds d'internet avant de me rendre à l'évidence que je ne trouverai jamais La fille de la Brunella. Mais on m'a conseillé d'aller voir à la Grange à Goules, la maison du patrimoine oral de Haute-Bretagne située à Parceux, et il se trouve qu'Aline, qui travaille là-bas, a réussi à la dégoter, donc merci bel et ben à ta Aline. Pendant le Moyen-Âge, deux œuvres en gallo voient le jour. La première est le Livre des manières d'Étienne de Fougères, publié au XIIe siècle. Et la deuxième est la chanson d'Aquin, publiée au XIIIe siècle. Le Livre des manières d'Étienne de Fougères, écrit entre 1174 et 1178, est un peu comme le manuel de savoir-vivre pour les nobles de l'époque. Un genre de guide pratique pour éviter de se faire jeter de la cour un grand coup de pied au cul. Dans cet ouvrage que l'auteur a à la base écrit pour la comtesse de Hereford, Étienne de Fougères nous donne des conseils sur tout, de la façon de se tenir à table, genre ne pas jouer avec sa nourriture, ok, jusqu'à la manière de traiter les autres avec respect. C'est un trésor de sagesse médiévale où l'on apprend que la courtoisie est aussi importante que la bravoure, surtout si l'on veut éviter les duels pour des raisons futiles. Et en plus, c'est un régal pour les amoureux du gallo, car on y trouve des mots et des expressions qui annoncent vraiment le gallo moderne. En gros, si vous êtes en quête d'élégance à la mode médiévale, ce livre est un indispensable. L'autre œuvre importante écrite en gallo pendant le Moyen-Âge est le roman d'Aquin ou la chanson d'Aquin. Et c'est également un véritable petit bijou de la littérature médiévale. Et cette chanson date du XIIIe siècle. Elle nous plonge dans les aventures d'Aquin, un héros chevaleresque dont le charme n'a d'égal que, son talent pour se retrouver dans des situations un peu cocasses. Imaginez un peu un chevalier qui se lance dans des quêtes épiques tout en jonglant avec les mésaventures amoureuses et les rivalités de la cour. Cette chanson, à la fois divertissante et instructive, mêle romance, bravoure avec une pointe de satire. Elle offre un aperçu des valeurs de l'époque tout en nous rappelant que même les plus grands héros ont leurs moments de faiblesse. Et ce poème est considéré comme le tout premier écrit en gallo. Ces textes révèlent des traits linguistiques qui préfigurent clairement l'évolution de la langue galaise, avec des similitudes frappantes dans les sonorités qui annoncent ainsi le gallo tel qu'il est encore parlé de nos jours. Et ça paraît peut-être évident, mais on parlait gallo dans la partie la plus à l'est de la Bretagne, dans les campagnes de l'époque. Amanda Agnès, auteur de La fille de la Brunella, née en 1857 à Saint-Étienne-en-Coglay, en Ille-et-Vilaine. Il est écrivain, poète et dramaturge. Il consacrera sa vie à sauvegarder le gallo. À la fin des années 1930, avec ses potes militants, dont on parlera un peu plus tard tout à l'heure, il fonde les Compagnons de Merlin. Oui, comme le magicien. Branche galaise de la Fédération régionaliste de Bretagne, pour réveiller la culture de Haute-Bretagne et faire revivre les traditions locales. Il a contribué à la renaissance culturelle de la Haute-Bretagne, aidant à faire connaître le gallo à un public plus large. Son œuvre reste une référence dans la littérature bretonne, surtout pour son apport à la scène théâtrale en gallo, un aspect souvent éclipsé par l'omniprésence de la langue bretonne dans les initiatives culturelles régionales. Il publie le patois fougerais, dialecte haut-breton, et cette grammaire en 1898, Croyances populaires du pays de Fougeray au pays Fougeray il était une fois en 1899, ou encore le parler du Coglais en transcription phonétique de l'abbé Rousselot du Collège de France en 1905, ou encore la grammaire du parler pittoresque de Cancale en 1906. Et dès 1889, il propose un spécimen de la prose fougeraise, une anecdote de la vie rustique qui deviendra le premier acte de sa pièce, La fille de la Brunella, publiée une première fois en 1901. Ce récit servira de base à son œuvre théâtrale emblématique, établissant un lien fort entre la littérature et la vie paysanne. Cette idylle fougeraise, pièce patriotique et paysanne, en un acte, aura une suite. Après la guerre, forcément vu la fin de la pièce. Elle fut republiée, mais cette fois-ci en 3 actes et en 4 tableaux en 1918.
Ces représentations en 1927, organisées par la Fédération régionaliste de Bretagne, et celles qui voient le jour aussi à partir de 1936 par le Cercle Fougeray Art et Folklore, ont permis de faire découvrir le galop sur les scènes des villes. Ces différentes initiatives ont contribué à intégrer cette langue dans le milieu théâtral urbain. Bon, maintenant on arrête de tourner un peu autour du pot et je vais tenter de vous faire un petit résumé de la pièce. Sur les 2 premières pages, on peut retrouver des conseils pour la bonne exécution de la pièce. On note qu'au tout début, la pièce n'était constituée que d'un seul acte. Et que si ce seul acte était joué, il pouvait durer environ 30 à 45 minutes. Il a pour titre « Idylle fougeraise ». Et 6 acteurs suffisent. Les 2 autres actes se sont rajoutés par la suite, et 9 acteurs suffisent pour jouer la pièce entière. Et on retrouve également de précieux conseils de prononciation du patois fougerais, extraits de la grammaire de l'auteur lui-même. Maintenant, voici la petite liste des personnages. Alors on a la fille de la maison, nommée Julienne Fritiou, surnommée Lyotte, son père, sa mère, leur servante Fanchette, leur domestique Simon, ainsi que le fermier célibataire voisin, François Heurteloup, sobrement surnommé Soi. La première scène s'ouvre avec un monologue du François Heurteloup. Lyotte l'écoute en cachette et finit par lui dire « Oui mon gars Soi, il y a du monde, et c'est pas de la part du diable que je viens. Mais t'as ben de la go là de ça. Tu comptes tout sous comme s'il y en avait 4 ou 5. Nos 2 jeunes personnes se donnent des nouvelles de gens aux alentours. C'est à cause des récoltes et il faut l'avouer, et ben ils se tournent un peu autour. Lyotte fait un peu la jalouse en lui disant qu'il a une bonne amie dans chaque village et qu'il fera ainsi son choix avant de se marier. Mais le Soi, il n'a Dieu que pour Lyotte. Et après avoir annoncé à sa Dulcinea et ses parents qu'il allait acheter la ferme de la Herblina, il demande la main de Lyotte, qui accepte, et c'est la fin du premier acte. Le deuxième acte se déroule 20 ans après, mais en vrai aussi, car la suite fut écrite après la fin de la Première Guerre mondiale. On fait la connaissance de 5 nouveaux personnages, Perrine, la servante de Lyotte, et Soi, qui se sont mariés, et sont maintenant parents de 4 enfants. Mariette, jeune fille de 14 ans, Petit Louis, qui a 11 ans, Petit Soi, qui a 20 ans, et Julien, 15 ans. Au lever de rideau, Lyotte est en cheveux à la mode du temps et du pays. L'ouverture de l'acte donne le ton. Soi est absorbé par son journal, et ça sent pas bon. Non, ça sent pas bon. La guerre arrive à petits pas et planera au-dessus de nos personnages jusqu'à la fin de la pièce. Les parents de Lyotte ne sont plus là, Simon habite dans le voisinage avec sa femme et ses enfants. La vie bat son plein au rythme de la moisson et des animaux et aussi des aboiements du chien Médor. À la fin du deuxième acte, on sait que c'est inévitable. Toutes les familles du hameau se réunissent et le troisième et dernier acte, nommé le Tocsin, s'ouvre avec Lyotte qui parle d'un prêtre mayennais qui avait bien dit quelques mois auparavant qu'il y aurait la guerre. Le Tocsin sonne, les cloches retentissent pour avertir la population. Au début, les enfants croyaient à un feu, mais non, c'est la guerre qui est bien déclarée. Les 2 pères, Simon et Soi, partent se battre en pensant que cela ne durait que 3 semaines tout au plus, comme beaucoup. Et Petit Soi part également. Le deuxième tableau de cet acte est indiqué après la victoire. Soi a retrouvé son foyer, reconnaissant d'être en vie, et on a des nouvelles fraîches de Simon, grâce à sa femme. Il était prisonnier en Allemagne, mais réussit à s'enfuir, et il se retrouvera ensuite en Suisse, là où il fut bien soigné et sera de retour dans quelques semaines. L'ambiance est gaie, pendant toute la pièce, le site coule à flot, et à la fin on parle même de faire des bonnes crêpes. Et la pièce se termine comme elle a commencé, sur les mots de François. Ah mes amis, il y a 25 ans, il n'y avait qu'une Lyotte Fritiou dans le pays. Mais il y avait plus d'un galon qui l'aurait bien voulu. Oui, mais c'est le gars François Heurteloup et pas d'autre qui l'a vu. C'est à lui que le bon Dieu destinait la fille de la Brunella. Le théâtre en gallo ne connut que 4 auteurs jusqu'à la fin des années 50. Éloi Guitny, Marie Drouard, Gaston Lintimier et Gaëtan Pied-Derrière. Et en écrivant cette vidéo, j'ai appris que l'idée d'introduire l'enseignement du gallo à l'école a émergé pour la première fois juste avant la Seconde Guerre mondiale, grâce aux compagnons de Merlin justement, dont on parlait tout à l'heure. Ces compagnons faisaient partie de la Fédération régionaliste de Bretagne. Pour ces compagnons, enseigner le gallo ne se limitait pas à une simple revendication culturelle, ils pensaient aussi que cela pourrait contribuer à rehausser le niveau scolaire des enfants en mettant en avant leurs talents linguistiques. Cette initiative a soulevé pour la première fois des questions sur une éventuelle standardisation du gallo et sur la nécessité de créer un système d'écriture. Cependant, ces idées ne seront pas vraiment relancées avant les années 70. Pour ma part, j'ai vraiment apprécié découvrir cet écrit en gallo et j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. On se retrouve la semaine prochaine pour une vidéo sur l'histoire d'une ou de plusieurs chansons bretonnes. Et à votre avis, ce sera lesquelles? Je vous fais des beaux cueils et je vous dis à la prochaine.